parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Le film d'aujourd'hui s'appelle Capone. Il est réalisé par Josh Trank. Il est sorti le 12 mai 2020 sur la plateforme de stream Netflix. Je ne sais plus, je suis plus sûr. En tout cas, il est sorti directement en streaming. Et il a en leading cast Tom Hardy. Alors, Capone, Fonzo, dans son titre original, est un film assez dingue. D'ailleurs, je viens de découvrir le titre original, ça change un petit peu ma critique, du coup, c'est assez fou. Tout ça pour dire, Josh Trank, c'est un réalisateur plutôt intéressant, qui a fait des tentatives, pour moi, qui restent des tentatives tout à fait respectables, que j'apprécie beaucoup. Il s'est fait connaître en 2012 notamment, si je dis pas de bêtises, avec le film Chronicle, que j'ai personnellement beaucoup apprécié, film que je vous conseille de voir, sur lequel il faudrait que je fasse à un moment donné un podcast. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le fasse rapidement, là prochainement, sinon je me laisse le temps, je le ferai à l'occasion. Mais n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours très motivant d'avoir des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien connaître ton point de vue sur tel film », et du coup, bah, j'y vais, quoi, à fond les manettes. Et donc, Josh Trank... qui s'est fait connaître avec Chronicle, il avait réalisé, je crois, une mini-série avant. Chronicle, qui était une grande réussite de found footage, qui faisait partie de ces films. Vous savez, found footage, c'est, soi-disant, c'est les rushs crus de quelqu'un qui a filmé sur une caméra, et vous retrouvez la caméra et la cassette telle quelle, ou vous retrouvez tout simplement la cassette telle quelle, vous les regardez, et ça donne une histoire. Et Chronicle était basé sur ce principe, le respectait plutôt bien, et le principe était tout bête, c'était l'histoire de trois potes qui... Un exclu, on va dire, vraiment un exclu, un qui était un petit peu le champion du lycée, et leur pote, on va dire, entre deux, qui est vraiment le gars, on va dire, lambda, mais sympathique. Et ils tombent tous les trois sur un vaisseau spatial, si je dis pas de bêtises, où ils se font flasher, mais je sais plus exactement comment, et ils finissent par développer tous les trois, des super pouvoirs, donc le vol, la télékinésie et autres. Et évidemment, tous y réagissent très différemment. Le sportif du lycée, évidemment, ça a moins d'importance pour lui que pour l'exclu qui, lui, par contre, se sent vraiment un nouveau potentiel de vie. Et on sent qu'il a des idées noires depuis longtemps, qu'il est un peu trop rejeté. Il est d'ailleurs parfaitement interprété par Dan Dehan, que j'aime beaucoup dans le rôle. Je ne sais pas si c'est par ce film-là qu'il s'est fait connaître, mais il est très bon. Et on a au milieu le pote qui essaye un petit peu de les garder ensemble, de faire en sorte que ça parte pas en vrille. Évidemment, ça part en vrille. Je spoil à peine. C'est vraiment un bon film que je vous conseille de voir avec une excellente utilisation des effets spéciaux et du found footage. J'avais beaucoup aimé, notamment l'arrivée du fantastique devient très spectaculaire, et ça c'est vraiment surprenant par rapport au début du film. C'est un très bon film, Chronicle, bref, regardez-le. Ils s'étaient fait connaître là-dessus, et même pas, je crois, un an après la sortie de Chronicle, il avait été annoncé sur le reboot des 4 Fantastiques, et ça c'était assez génial d'avoir un réalisateur aussi pointu qui avait fait un film aussi complexe que Chronicle, se lancer dans les 4 Fantastiques de 2015. Oui, je sais actuellement j'ai appris à mettre des suspens, des silences qui mettent du suspense et de la tension, c'est incroyable. Vous vous demandez ce que j'en pense? Bah non, vous vous demandez pas, puisque vous suivez la chaîne depuis le début, et j'avais sorti une toute petite, mais micro-critique de fameuses 2 minutes, qui durait le temps du teaser, de la bande-annonce. Je vous la mets dans les liens, mais grosso modo, pour résumer, je trouvais que le film était raté. C'était pas la faute du réalisateur, comme je le disais, il y a des choses intéressantes dans les 4 Fantastiques, mais le film en l'état est un échec. C'est un film qui a été complètement massacré par la production, sans aucun doute. Fox étant un spécialiste du massacre, dès qu'il commence à avoir peur pour un projet, c'est la fin des haricots. Le très bon exemple que vous avez de ça, c'est les X-Men. Contentez-vous dans la série X-Men des films réalisés par Bryan Singer, c'est-à-dire X-Men 1, 2, et X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse. Et vous allez voir quasiment à chaque fois, les producteurs sont partis en vrille sur le film, ça se voit au résultat. C'est assez impressionnant d'ailleurs. X-Men 1, bien sûr, c'était tout le premier film de super-héros, gros risque financier, donc la production avait vissé. Il y a des plans carrément dont Bryan Singer ne connaissait pas l'existence et qui sont dans le film final, certaines répliques carrément, donc ça vous donne une échelle d'idée du contrôle que Singer avait à l'époque, c'est-à-dire quasiment aucun. X-Men 2, où on l'a vraiment laissé travailler, et le film tient beaucoup mieux la route. Il a vieilli évidemment maintenant, mais je trouve que c'est un film qui tient encore bien la route en termes d'enjeux dramatiques et tout, c'est pas mal du tout, même si au niveau effets spéciaux, à part la scène d'intro qui reste mythique, le reste du film rame un petit peu. Mais ça reste très sympathique globalement, et sur le fond c'est un de mes films préférés. Je pense qu'X-Men 2 est un des films le mieux écrits de la saga.
Et puis ensuite, on a Days of Future Past, où Bryan Singer, plusieurs années plus tard, revient en odeur de sainteté à Fox, peut faire ce qu'il veut, et on obtient un film assez fou. Il y a carrément un editor cut qui sort en Blu-ray DVD, que j'ai évidemment, qui s'appelle le Rogue Cut, qui change encore l'histoire et qui l'approfondit. Enfin, c'est assez incroyable, réunissant les castings de la nouvelle génération des X-Men et de l'ancienne. Donc un film complètement fou, et franchement très réussi, Days of Future Past. Je sais qu'il y a des grands critiques d'internet comme Durandal qui ont beaucoup défoncé le film, mais je suis pas d'accord du tout. Je pense toujours que Days of Future Past reste un excellent film de SF sur le voyage dans le temps, sur les enjeux politiques, d'être des marginaux mais avec un poids politique fort. J'aime beaucoup. Alors là, je vous présente le film de manière un peu politique, machin. Bon, ça reste un film de super-héros de base, entre guillemets. Hein. Il y a Hugh Jackman dedans, c'est très groovy, sexy et tout ce que vous voulez. Mais je trouve que ça reste vraiment un très très bon film, et Bryan Singer avait eu toute l'attitude. Ce qu'on ne voit plus, évidemment, sur X-Men Apocalypse, où il y a eu les histoires, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans ma critique du dernier X-Men Dark Phoenix, où on commence à voir les fameuses histoires d'agression sexuelle dont Bryan Singer est, a priori le présumé coupable. Les histoires s'accumulant, il finit par quitter plus ou moins le tournage et à plus vraiment être dedans, ça se sent, le film étant assez kitsch et étant réellement déséquilibré, avec des moments assez dingues et des moments mais complètement creux et kitsch. Et la production a donc ressaisi le projet, on voit aussi au résultat ce que ça avait donné. Bref, à chaque fois que Fox met les mains dans ses projets de films de super-héros, on a souvent des résultats assez catastrophique, et la trilogie, je caricature des 4 Fantastiques, trilogie dans le sens d'échec à chaque fois, en est un exemple assez incroyable. Ils prennent un réalisateur Tim Story, qui est essentiellement un réalisateur de publicité à la base, mais c'est pas grave, mais disons qu'il n'était pas non plus... il n'avait pas derrière lui un film comme Chronicle, par exemple, dans le cas de Josh Trank, et on a eu 2 films des 4 Fantastiques absolument imbouffables, enfin les films avec Jessica Alba et ainsi de suite, Lon Gruffudd et tout, Chris Evans à l'époque, avant qu'il soit réanobli par Captain America, aux yeux du grand public. Mon Dieu Seigneur, quel ratage ces films-là, c'est assez impressionnant, à tous les niveaux d'ailleurs. Et même au niveau effets spéciaux, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient apprécié par exemple les effets spéciaux du Silver Surfer. Ouais, il y a 2 plans dans tout le film, hein, sinon le reste du temps ça rame horriblement. Bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire une trilogie de l'échec, et qui s'est encore confirmée avec ce projet Les 4 Fantastiques, qui a été littéralement sabré par la production. Josh Trank désavouant le film très vite, et évidemment ayant du coup des difficultés à faire un film suivant, se retrouvant pris un petit peu à partie par Hollywood. Je sais qu'entre temps il a travaillé en tant qu'il a fait un peu d'assistant réel sur des films, mais il n'a pas été crédité, si j'ai bien compris. Mais grosso modo il était plus en odeur de sainteté, hein. C'est sûr que quand tu te prends la tête avec un des 3 gros studios sur un film qui coûte beaucoup d'argent et que le film se casse la gueule, même si c'est pas de ta faute, et ben t'as craché dans la soupe, et du coup on te le fait payer. Et du coup il a mis 5 ans pour faire arriver son film suivant, le film d'aujourd'hui, Capone, et donc en version originale Fonzo. Alors Capone, c'est un projet assez dingue. Une fois qu'on a vu le film. Au départ, quand j'ai vu le titre et je me suis dit Josh Trank derrière, j'ai fait comme tout le monde, j'imagine. En tout cas, moi, je m'étais pas spécialement tenu au courant de ce que Josh Trank faisait ni de Tom Hardy. Du coup, j'étais un peu en mode waouh, un film sur Al Capone avec Tom Hardy dans le rôle d'Al Capone. Waouh, franchement, sexy quoi. Tom Hardy, vous savez, si vous avez jamais vu Des Hommes sans loi, où il joue le rôle de Forrest Bondurant, mais il a un charisme de fou. C'est juste dingue. Le poids qu'il arrive à mettre dans le personnage du gangster. Alors tu l'imagines lui en Capone, là, avec le cigare et tout, le grand boss de Chicago, je sais plus si c'est Chicago, le Bronx, je sais plus du tout. Bref, c'est quand même un gros kiff, quoi, d'emblée. Et donc, j'ai téléchargé le film très très vite pour le voir. Et grosse surprise, oui, j'ai payé, hein, bande de pirates. Et donc... grosse surprise au final du résultat, le film est littéralement un contre-pied, mais à tous les niveaux. Alors est-ce que Josh Trank est suicidaire? Peut-être. La question est de savoir, est-ce que ça valait le coup d'être autant un contre-pied? De faire un film qui est juste pas du tout ce que les gens attendent. J'en suis quasiment sûr à 100%. Le film est en train de se faire démonter sur Rotten Tomatoes, il est à 39, ce qui est, pour la forme du film et pour son côté, on va dire, quasi expérimental, quasi, hein, je trouve que c'est pas... ça va encore. Mais c'est un film vraiment pour le coup étrange. Mais on va pitcher, sinon je vais commencer ma critique et je vais aller trop vite. In medio stat virtus. Non, c'est tout à fait correct, hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. 1930.
Al Capone est libéré sous caution, après 8 ans passés en prison pour fraude fiscale. Il est tombé, il a été donc arrêté par les fameux incorruptibles et Elliot Ness, qui ne sont pas évoqués dans le film, mais je vous le dis quand même. Et donc, à ce moment-là, atteint de la neurosyphilis depuis très longtemps, il est vraiment très mal, il a fait un choc, si je dis pas de bêtises, il a fait de nouveau une attaque, pas une attaque cérébrale ou quasiment, je sais plus, c'est un stroke, je sais plus exactement ce que ça veut dire, bon, il a fait une attaque cérébrale, je crois, à l'hosto, et donc son état est de plus en plus grave au moment où le film commence, puisque nous sommes littéralement dans la dernière année de sa vie. Et donc, on va suivre un Al Capone qui, dès le début du film, est attaqué de toutes parts par la neurosyphilis qui est en train de lui défoncer le cerveau. C'est-à-dire qu'il rentre littéralement en âge de démence et de sénilité avancée. Autour de ça, il aurait caché de l'argent, une très grosse somme d'argent. Du coup, le FBI, oui, ou la CIA, je ne sais plus. Je pense que c'est la CIA. Il est en Californie, donc non, ça peut être le FBI. Donc, il est suivi par la police américaine pour retrouver cet argent, et donc il est mis sous écoute, et ainsi de suite. Bien qu'il ait été retiré, et il est surveillé, évidemment, pour éviter qu'il reprenne ses activités de gangster et de patron de la mafia. Et en parallèle de ça, bien sûr, ça intéresse une partie de sa famille, et en même temps, son état de santé se détériore jour après jour, de plus en plus gravement. Donc se pose la question de savoir où est l'argent, et comme Capone est le seul à le savoir et qu'il ne faisait confiance à personne, reste à savoir s'il va s'en souvenir, s'il va le retrouver, s'il va s'en souvenir et le dire à la police ou pas, si la police va le forcer à le dire, ou si quelqu'un de son entourage va réussir à obtenir les fameuses confessions pour retrouver cet argent. Et pendant ce temps-là, Al a des visions de son passé, de plus en plus violentes, complexes, tout en voyant son corps le trahir et sa santé s'affaiblir à vitesse grand V. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Donc on va faire une critique courte aujourd'hui parce que je pense que c'est un film qui est quelque part plus dans le sensoriel, je vais m'expliquer après. Au niveau des décors, le film a été tourné en Nouvelle-Orléans, si je dis pas Nouvelle-Orléans, dans une maison qui fait fastueuse, mais en même temps qui se détériore avec la détérioration mentale du personnage de Tom Hardy, donc de Al Capone. Et ça fonctionne très très bien. On a un mélange comme ça de fastueux et en même temps de vide, qui est assez, qui envoie le côté, comment dire, fin de vie du gars, mais aussi d'échéance, entre guillemets. Le film renvoie bien à ça, avec des détails tout simples, le fait que la maison a l'air souvent un peu vieille, un peu désuète, qu'ils ont pas l'air, qu'il a perdu grosso modo de sa superbe, notamment parce que physiquement il y a une détérioration dont je parlerai après, il y a des effets spéciaux notamment sur le corps qui sont assez dingues. Et je trouve que ça fonctionne bien, et on renvoie constamment comme ça le film au fait que c'est pas du tout un film de gangster, c'est-à-dire que c'est, ou à peine quoi, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fin de vie d'un gars qui a été une ordure, hein, faut appeler un chat, mais qui en même temps vit dans une sorte de faste qui est une sorte de coquille vide. C'est comme si qu'il restait rien de sa propre vie à lui, et bien sûr physiquement, dans la dernière partie du film, il y a carrément les meubles qui s'en vont. Donc le film renvoie visuellement, grâce à ce décor, à la détérioration, au fait que de son état mental. Au départ du film, on a pas mal de scènes en extérieur, la villa est en même temps baignée dans une grande lumière un peu surexposée, ce qui fait que ça renvoie un petit peu au fait qu'il perçoit de moins en moins les choses, les gens et ce qu'on lui dit. Petit à petit, on a beaucoup de scènes de nuit où vraiment on commence à carrément être dans des contrastes quasiment tirés des peintures de Georges de la Tour. Georges de la Tour, c'était un peintre du 17e, si je dis pas de bêtises, qui peignait tout à base de contrastes de bougies. On avait souvent dans ses peintures une bougie avec une main devant la flamme, ce qui fait que tout se voyait par contraste de cette lumière qui apparaissait. Donc ça, le film l'utilise bien, et donc on comprend tout à petit que la métaphore qui est son esprit qui passe tout doucement dans une sorte d'assombrissement. Il a de moins en moins de repères, il est de plus en plus enfermé dans sa propre tête, et à la fin du film, il y a bien sûr le sous-entendu symbolique qui fait que tout se vide littéralement et qui commence à plus rester grand chose là-haut. Bref, excellent décor, excellente utilisation. Ooh, that's a bingo. Tom Hardy, et donc au niveau du casting, le casting principal est assez limité, mais je trouve fait bien le taf. Avant de vous parler de Tom Hardy à proprement parler, c'est la question, est-ce qu'il réalise bien une bonne performance? On a Matt Dillon qui joue le rôle de Johnny, un ami proche de Tom Hardy, de Al Capone, et qui fait bien le taf. On sent vraiment le mafieux qui a un peu vieilli comme ça, mais qui peut dire les choses en même temps à Capone et qui s'inquiète pour son état. Je trouve qu'il fait bien le taf, il n'y a pas de problème. Il y a Cal McLachlan notamment dans le rôle du docteur,
qui petit à petit commence à avoir d'autres agendas que de s'occuper de Capone, mais je vais vous le laisser découvrir comment. Et Kyle MacLachlan fait bien le taf. C'est vraiment le docteur qui doit annoncer à la famille les mauvaises nouvelles, que son état se détériore, que petit à petit, il va falloir remplacer son cigare par autre chose. Je vous laisse découvrir quoi. C'est une scène assez cool et assez tragique à la fois, ridicule et tragique à la fois. Je trouve que c'est vraiment ce que... Le ton du film, il est un peu là-dedans. C'est du ridicule tragique. Je reviendrai là-dessus au niveau du scénario. Donc voilà, du bon taf. Pareil pour Catherine Narducci qui joue vraiment très bien le rôle de Rosie Capone et qui est décidément, comment dire, abonnée au rôle de femme italien, puisqu'elle était dans le... Ah, j'ai oublié, j'ai fait une critique du film, maintenant le titre me revient plus, où elle était la femme du personnage de Viggo Mortensen dans... C'est pas Black Book. The Notebook? Non, non, ça me revient pas du tout. Désolé, je me souviens plus du titre, mais vous voyez le film avec Marcella Ali et Viggo Mortensen, où Viggo Mortensen est grosso modo le chauffeur d'un pianiste de très grand talent, qui est black. Plutôt bon film, hein, franchement, j'avais bien aimé. Bref. Et je vous mettrai la critique dans les liens, et du coup je retrouverai le titre à ce moment-là. Mais du coup, la question c'est, est-ce que Tom Hardy est bon dans le rôle de Al Capone, et notamment dans ce rôle-là? Alors, la réponse c'est triple. La première, c'est que ma compagne étant italienne, elle m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'erreurs d'italien dans le film, que même moi qui ai un mauvais niveau en italien, j'ai constaté aussi. Il y a vraiment des erreurs de conjugaison, quoi. Donc c'est vraiment... J'ai pas compris, hein, et c'est pas... J'ai pu demander à ma compagne, j'ai pu vérifier aussi de mon côté. C'est pas parce que c'est du sicilien ou autre, hein, non, c'est mal fait. C'est-à-dire que vraiment, la plupart des répliques de Tom Hardy fonctionnent en italien, mais alors il y en a d'autres personnages qui disent des trucs, tu dis quoi, mais qu'est-ce que... Il sait plus parler italien, lui. Enfin bref, c'est un truc de fou. Donc à cet endroit-là, le film fait un peu la gueule. Et c'est pas en Italie qu'il va trouver des fans avec un tel niveau d'italien, honnêtement, puisque j'ai eu la chance de voir le film en version originale. Oui, c'est vrai, je l'ai vu à la télé en version originale, excusez-moi de l'avoir dit. Et le film est sorti le 12 mai 2020 en vidéo à la demande. Excusez-moi, c'est important de rappeler le contexte. Et donc... De ce côté-là, ça craint un petit peu, mais Tom Hardy s'en sort plutôt bien avec son italien à lui, même s'il dit pas grand-chose en italien, heureusement, dans le film. Ensuite, il y a tous les passages où il est supposé être le gangster Capone, qui sont rares dans le film, mais qui sont plutôt bien, essentiellement au début du film, où on le voit raconter une histoire dans un repas de famille, qui est une belle histoire, en plus c'est plutôt bien foutu, il explique qu'ils venaient de rien, qu'ils avaient rien à l'époque, qu'ils souffraient énormément, il raconte ça à une petite fille, il joue avec ses petits-enfants par alliance, donc c'est plutôt une belle séquence et tout. Mais très très vite, son état se détériore énormément, et du coup je trouve, l'enjeu c'est pour Tom Hardy, c'était de faire un mec qui redécouvre sa vie quasiment comme un ahuri et qui va faire tout ce qu'on peut attendre d'un personnage sénile, c'est-à-dire dire des choses horribles à ses proches, être violent de manière incohérente, avoir des sautes d'humeur, mais aussi les passages les plus ragoûtants, donc par exemple comme se faire dessus. Hein. Ça arrive plusieurs fois dans le film, donc je vous dis tout de suite, préparez-vous, c'est graphique, mais tout ça pour dire, l'acteur est bon, mais pour jouer ça, oui, il faut un certain talent, mais vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ça pose la question de la limite de l'interprétation. C'est-à-dire, il est bon, mais comme c'est un personnage qui devient sénile, tout est quelque part dans une sorte de premier degré qui demande pas spécialement à l'acteur de faire une performance, à mon avis, très complexe. Parce que très vite dans le film, on a un doute, et le film joue ce doute sur le fait qu'il retrouve une certaine forme de lucidité. Du coup, si c'est un mec qui manque de lucidité, grosso modo, je caricature, quelqu'un de dément, et il n'y a plus grand chose à dire. L'interprétation a toutes les limites, peut avoir toutes les qualités du monde, ça reste un personnage dément. Faire le fou, c'est pas le truc le plus difficile au cinéma. C'est difficile, mais c'est pas le plus difficile. Du coup, oui, il est bon. Oui, c'est Tom Hardy, donc ça aide beaucoup pour le charisme passé qu'on pourrait croire au personnage. Mais c'est plus, paradoxalement, un miroir déformé. Hein, c'est-à-dire, c'est un personnage qui était charismatique, donc l'acteur Tom Hardy est charismatique dans d'autres films. Et là, dans un film où il l'est plus du tout, parce que tout simplement, il passe en phase de démence, il est assez ridicule, comme je dis, il se chie dessus plusieurs fois. Enfin voilà, on est vraiment dans une sorte de film sur une fin de vie. Du coup, le casting est bon, mais... Et c'est essentiellement Tom Hardy qui fait le travail, mais il joue quelqu'un de dément, point barre. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc il est bon, mais j'ai pas envie de vous dire que c'est la montagne du charisme ou de la complexité de jeu, parce que c'est un personnage qui passe en démence. Et il fait bien ça, il arrive à le rendre, ok, pas de souci.
Mais du coup, ça pose la question de la nature du film en lui-même. Mais on va parler de la mise en scène, vous allez voir où je vais en venir. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. En termes de mise en scène, le film est, comment dire, réalisé et monté par Josh Trank. Et du coup, il a un rythme très particulier. Il n'est pas très long, hein, il dure 1h45, mais il est assez lent. Et dès le début du film, le film joue sur des symboles très forts et très premier degré. On a notamment des statues de Jules César devant la villa. Il y a plein d'autres statues qui renvoient à des symboles, c'est des pietas et des choses comme ça. Les pietas, c'est par exemple le thème de la pieta, pour ceux du fond qui n'ont pas suivi leur cours d'histoire de l'art ou qui n'en ont jamais eu, désolé pour vous. Non, je blague à peine, mais c'est une réalité. C'est grosso modo c'est la Vierge Marie qui tient sur ses jambes le Jésus-Christ, couché comme ça. Je crois que c'est après la descente de croix, si je dis pas de bêtises, on appelle ça une pieta, des pietas. Et grosso modo, je crois qu'on en voit une à un moment donné, bon bref. Donc il y a beaucoup de symboles comme ça, classiques, tragiques, dans la culture judéo-chrétienne, ainsi de suite. Et donc on a aussi de l'histoire italienne avec Jules César, donc l'empereur déchu, qui a été tué par son plus fidèle ami. Et là, le film joue un peu sur le symbole que voilà, c'est tout aussi mythologique ce qu'on nous propose. Honnêtement, même si je comprends la démarche, je vais modérer quand même sérieusement les prétentions de Josh Trank. Le film n'atteint pas ce niveau de mythologie-là. Et il en a la prétention dans la mise en scène avec ces plans vraiment très longs sur les statues qui sont très symboliques. Et comme je disais, en même temps, le film est c'est pas mi-figue mi-raisin. Il réussit certaines choses et il en rate vraiment d'autres. Ça, le symbole sur les statues, j'ai trouvé ça complètement lourdingue. Et comme la musique joue aussi beaucoup sur des sortes de relents de mer qui vont et viennent comme ça, il y a aussi un côté très lourd tout de suite de la tragédie. Bon, après, c'est quand même quelqu'un qui a la neurosyphilis, hein, donc ce qui lui arrive est pas très cool. Et c'est quelqu'un qui était un grand maître, qui était très important socialement, voilà, qui était un big boss. Donc forcément, il y a quelque chose de l'ordre du tragique de le voir sombrer comme ça dans la démence. Mais je trouve que comme on a très peu de choses sur son passé, que le film joue beaucoup, en version originale le film s'appelle Fonzo, donc on n'est même pas obligé de savoir qu'il s'agit d'Al Capone, hein. Je suis pas certain que la plupart des gens aux États-Unis disent Fonzo plutôt que Capone. Bref, tout ça pour dire, même si le titre original qu'il s'agit de quelque chose de plus intime, on va parler de Fonzo, donc du mec qui vit sur cette île où on l'appelle plus Al ni Capone, on l'appelle Fonzo, donc c'est vraiment la dernière partie de sa vie où on n'a plus le droit de l'appeler Al Capone. Et dans sa famille, visiblement, c'est un code. Et donc, on comprend que c'est quelque chose de plus intime. Mais encore une fois, en termes de mise en scène, on a d'abord d'un côté cette symbolique-là, et de l'autre, la symbolique dont j'ai déjà parlé avant, la maison qui se vide petit à petit, qui finit par littéralement se vider à un certain moment du film, et donc à nous renvoyer tout doucement au fait que le personnage bascule de la journée à la nuit, qui comprend de moins en moins ce qui lui arrive, ce qu'il fait, ce qu'il dit, et qu'il est quelque part... qu'il redécouvre d'un œil vierge sa propre vie de gangster tout en la détestant, ce qui est plutôt intéressant, hein, c'est plutôt original. Ça, il faut être clair là-dessus, c'est un des partis pris les plus intéressants du film. Et en termes de mise en scène, là je vous ai un peu tout dit, parce le film reste très efficace, laisse beaucoup le temps à l'acteur principal d'exprimer son jeu et de laisser s'exprimer son interprétation du personnage. Mais comme il s'agit d'un personnage dément, j'ai presque envie de dire qu'il y a une certaine forme de complaisance dans la mise en scène sur le fait que on est essentiellement face à quelque chose de... Je caricature de simpliste. Il y a un certain suspense sur le fait qu'il retrouverait éventuellement à un moment donné son esprit, mais le film, je trouve, ne nous laisse pas beaucoup de doutes dans sa mise en scène que ça va pas être le cas, qu'on est en train d'assister à une descente. Et le film dit dès le début qu'on est dans la dernière année de vie du mec, qu'il a la neurosyphilis. Donc, je vais en venir au scénario... Vous allez comprendre, parce qu'en termes de mise en scène, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je trouve que voilà, il insiste sur son personnage principal, il montre des choses assez graphiques quand il en a besoin, même voire très gore, et il symbolise beaucoup par le fait que la maison se vide et par le fait que voilà, on a ces statues de César, donc d'une certaine forme de grandeur et de décadence. Là, à partir de là, on peut passer au scénario, il me semble. Nonne sed non nova. La manière est nouvelle, mais non la matière. Citation que j'ai jamais pu replacer correctement dans une conversation. Du coup, au niveau du scénario, je vous spoile pas, mais vous allez pas être c'est pas le royaume de la surprise. On est face à quelqu'un qui est en train d'être dans une forme de déchéance, donc il a des visions, qui sont des choses de son passé, clairement, mais pas toujours. On est face à une sorte
de pseudo-suspense, et là je vais être honnête sur le fait qu'on doit retrouver cette soi-disant argent, mais il est clair très tôt dans le film que, comme le mec est en démence, en tout cas c'est mon point de vue, il va jamais s'en souvenir. Enfin, personnellement, j'ai été vraiment surpris. Je pense pas que le film ait envie de jouer sur quelque suspense que ce soit sur ce point-là. Alors, j'ai l'impression que c'est une sorte de feinte pour nous pousser à suivre l'histoire de la démence de ce gars. Et donc nous amener finalement à être assez triste pour lui d'une certaine manière, voilà, parce que c'est une fin de vie dure, violente. On comprend que ça a été une ordure avant, mais on le voit peu finalement dans le film, peut-être trop peu même, pour s'en rendre tout à fait compte. On le voit être un moment assez violent, mais en même temps, a priori c'est sur le compte de la démence. Du coup, c'est un film assez étrange parce que, quitte à prendre quelqu'un qui est en démence, prendre Capone, c'est vraiment faire un contraste et dire une bonne fois, voilà, je vous prends à contre-pied une bonne fois. Vous vous attendez à un film de gangster, et ben pas du tout. C'est un film sur la fin de vie d'un gars qui a été dans une situation complètement ubuesque où il était sous écoute de la CIA, du FBI, machin, alors qu'en fait, il captait plus rien et qu'il était juste en train de mourir, quoi. Et c'est, je trouve, tellement éventé que le film, en fait, a pas vraiment de suspense, est assez fascinant par moments et assez ennuyant par d'autres. Donc je disais, voilà, les passages avec les statues et tout ça, bon, on a vite compris, donc ça devient vite lourd. Et puis en parallèle, par contre, il a des phases de rêve et tout ça qui sont assez dingues, où Tom Hardy est assez impressionnant. Et le film réserve ces moments assez, j'ai envie de dire, visuellement, pas forcément spectaculaires dans le sens action et tout ça, mais spectaculaires dans le sens assez originaux. Et comme je le disais, l'idée de base du scénario d'avoir Capone qui redécouvre sa vie presque de manière vierge, une fois qu'il commence à faire plusieurs attaques et qu'il ne se souvient plus vraiment qui il est, ni des gens autour de lui, bah, c'est plutôt original, c'est plutôt réussi. Au-delà de ce fait, le scénario reste, je trouve pour le coup, manque globalement de tension. Et on est face à un film qui essaie de créer sa propre tension avec ce discours mi-métaphorique, mi-symbolique, expérientiel presque, par moments, et c'est pas mal, notamment avec des phases de rêve, avec des moments où clairement il y a des effets qui sont intéressants, il a carrément une mouche sur lui, il a des visions comme ça d'un petit garçon avec un ballon, donc il y a tout un thème autour de ça. Et c'est très intéressant, honnêtement, hein, visuellement le film est assez cool, assez bien foutu, globalement, mais même il est même très très bien foutu. C'est juste que j'ai trouvé que le film ne trouve pas réellement dans son scénario un équilibre entre une tension à laquelle on pourrait croire, pour se faire feinter par le fait qu'on nous raconte l'histoire d'un gars qui est en train de claquer de grosso modo de syphilis. Mais le film ne le fait pas. Le scénario ne fait pas cet effort-là. Et du coup, j'ai presque envie de dire à Josh, bah c'est cool, c'est intéressant, mais ça devient de facto décevant. Et vous allez comprendre où je vais en venir dans ma conclusion. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de faire une critique très longue sur Capone, et il faut d'abord dire les choses telles qu'elles sont. Le film est intéressant, c'est une vraie expérience différente, il était clairement dans les objectifs de Josh Trank de faire un objet singulier, et là il faut être clair, Capone est un objet singulier et il a réussi. Et vous savez à quel point j'appelle le cinéma à devenir singulier, qu'est-ce que je raconte, pour qui je me prends, le cinéma à faire plus d'objets singuliers qu'autre chose, ou même l'audiovisuel en général. Donc franchement, cool. Après, je trouve que quand on fait un film expérientiel comme ça, c'est toujours très délicat de faire un scénario où il n'y a pas d'intrigue principale forte qui cache un petit peu le fait que c'est un film d'abord expérientiel. L'objectif du coup de Josh Trank, à mon avis, était clairement de dire: je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, je vais pas faire ce qu'on voit classiquement, c'est-à-dire une intrigue principale forte avec à travers laquelle vous pensez que c'est l'histoire principale. Alors, la recherche de l'argent de Capone, c'est le sujet, machin, est-ce que le FBI va le trouver, machin? Non, pas du tout. C'est le point de vue de ce mec qui est en train de perdre les pédales, d'être tué par la maladie. Ses proches autour de lui qui l'aiment et qui essaient de le soutenir, mais qui n'y arrivent pas forcément. Des vautours aussi autour de lui qui essaient de récupérer ce qu'il avait, parce que bah voilà, il était bourré de pognon pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, quelles que soient leurs raisons à eux. Et lui donc qui est là en train de lutter avec sa morale, avec son esprit qui est en train de partir en lambeaux, qui redécouvre sa propre vie. Et ça encore, j'aime beaucoup, c'est très original, avec un regard beaucoup plus juvénile et quelque part naïf, mais en même temps du coup ça donne il se rend compte quelque part de l'horreur de ce qu'il a fait. Non, il s'en rend pas compte, il montre au spectateur
que ce qu'il avait fait était horrible et que c'était indiscutable. Donc c'est plutôt cool. Et il y a aussi tout ce discours dont j'ai pas forcément parlé dans le scénario que j'ai à peine abordé, mais sur le fait qu'il ne faisait confiance à personne et que par définition des choses de son héritage vont se perdre. Et il va mettre ses proches en danger parce qu'il a pas eu il a eu ce truc d'être il était vraiment un gangster dans toute la splendeur du geste, et donc du coup il ne pouvait faire confiance à personne. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le fameux coup à partir du moment où tu voles quelqu'un, t'as toujours peur qu'on te vole en retour, je caricature. Donc c'est vraiment un objet très intéressant, mais en faisant un choix aussi tranché, Josh Trank, il a exclu aussi toute une partie du public qui va clairement s'ennuyer devant le film, et notamment toute une partie du public qui attend de Tom Hardy peut-être des films différents, mais des films avec une certaine tension. Tom Hardy, il a fait plein de films qui sont des petits budgets, je crois que c'est Quand vient la nuit par exemple, où il est très bien dedans, qui est un beau petit thriller, très réussi dans son style, mais mieux équilibré. Dans le sens, quand je dis mieux, faut m'entendre, hein. C'était pas les mêmes objectifs, hein. Quand vient la nuit est clairement un thriller, donc au bout d'un moment c'est l'intrigue policière elle est frontale, machin, donc c'est les thèmes du film sont dans l'histoire clairement narrative première. Là on est clairement dans une sorte de sous-texte chez Josh Trank, donc c'est pas du tout la même démarche. Mais tout ça pour dire, dans Quand vient la nuit, le film est plus, je mets de gros guillemets, facile à suivre parce que il trouve à un moment donné cette intrigue principale pour que le spectateur reste dedans. C'est-à-dire l'intrigue principale de Quand vient la nuit, c'est y a ce mec qui harcèle la copine de Tom Hardy, et Tom Hardy ça a l'air d'être un garçon tout à fait gentil, machin, discret, donc on se dit comment il va faire pour faire face à un gars violent qui essaie de leur pourrir la vie, machin, bon, voilà. Et il y a cette intrigue-là qui fonctionne très très bien avec Matthias Schoenaerts notamment, Noomi Rapace et James Gandolfini, vraiment bon casting. Si vous avez l'occasion, c'est pas mal du tout Quand vient la nuit. Bref, mais encore une fois, dans un film classique, ce qu'on peut me rétorquer à ce que je suis en train de dire là, c'est que Josh Trank a fait un film clairement à vocation artistique. Il s'agissait pour lui de pousser les spectateurs à un moment donné à vivre une expérience désagréable, pas forcément facile, de suivre quelqu'un qui est en train de tout perdre, de perdre la mémoire, en rajoutant dans le côté gore, dans le côté graphique, dans le côté violence symbolique aussi bien faite par les gens autour de lui que par ses proches. C'est quand même triste de voir un mec comme... C'est vraiment quelque chose de tragique, c'est quelqu'un qui perd tout et qui autour de lui a heureusement quelques personnes qui l'aiment, mais qui est finalement quelque part un peu seul face à ce qui lui arrive. Et le film, à cet endroit-là, j'en ai pas parlé dans le développement, j'avais dit que je ferais un petit point sur les effets spéciaux, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que les maquillages sont incroyables, et que Tom Hardy a une gueule au bout d'un moment, mais laisse tomber, quand on dirait un cadavre, il a une pupille rouge avec du sang dedans, enfin c'est horrible, quoi. Il décrépit visuellement, littéralement, ça aussi c'est très réussi. Et donc voilà, c'est un film qui est d'abord et avant tout une expérience, et donc va laisser des gens hackés. C'est un film singulier, mais j'aurais aimé que le film dose un peu mieux le rapport à l'enquête, qui finalement est presque... Il y a presque un côté ironique chez Josh Trank de dire « Ah, vous étiez venu pour cette histoire-là, et ben ça va se finir sur un prout. Vous voyez, ce qui vous intéressait, c'était où était le fameux mythe, où était l'argent de Capone. Et ben non, en fait, ça finit sur un prout, littéralement. Hein, donc voilà, donc là, il y a un petit côté Josh Trank, il aime bien renvoyer un petit peu le spectateur dans les cordes et dire « Écoute, toi qui viens toujours pour les mêmes conneries, moi je suis venu faire autre chose et tu vas te le prendre dans la gueule. » Et ben, à l'inverse, Josh Trank va aussi recevoir le retour de bâton. On va aussi lui dire « Ton film, il est chiant. » Et j'ai pas envie de le suivre parce que je me fais chier, et ça peut s'entendre, je pourrais l'entendre. Moi, je vous propose de passer au-delà de ça et de voir comme ça comme un film singulier, parce que c'est un film intéressant, mais vous n'allez pas vous amuser. C'est pas non plus, je trouve, un grand film à proprement parler. C'est un film qui trouve pas, à mon avis, tout à fait, même dans son principe, l'équilibre juste entre une certaine tension narrative et une histoire de fond qui serait finalement ce qu'il veut nous raconter, donc le voyage dans la sénilité de ce mec vers la fin de sa vie. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que j'ai été clair, excusez-moi, c'est un peu je l'ai vu dernièrement, c'est vraiment un à chaud là, j'ai pas eu trop le temps de prendre du recul dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, la totale, commenter, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, c'est vraiment très cool, j'ai eu d'excellents retours dernièrement, des retours de points de vue, des retours des gens qui étaient pas d'accord, et je vous remercie beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO, quoi. Salut les amis, ciao ciao.